Pierre-Yves Rougeron, bonsoir. Bonsoir. Vidéo rapide de fin d'année, donc avec quelques points d'actualité et vos conseils de lecture. Donc l'actualité du moment, c'est plusieurs événements, on parlera des Gilets jaunes juste après. C'est quelques mouvements à gauche avec quelques purges au sein de la France insoumise. Voilà, cette vidéo, disons, s'intercale, enfin, et la vidéo bonus de l'entretien de fin d'année qu'on a fait il y a quelques temps, qui sort en même temps. Eh bien, j'avais dit que Mélenchon avait deux choix. Il vivra en leader populiste ou il mourra en leader socialiste. Il a donc choisi de suivre Jean-Pierre Chevènement dans le cercueil. Et ce, dans un contexte global de retour au bipartisme et de retour à l'union de la gauche. Mélenchon, l'un des comités de cet organisme vaporeux qui est la France Insoumise, a exclu de la liste aux européennes deux hommes, François Koch, spécialiste de l'éducation, et Georgi Kuzmanovic, qui était, disons, le fer de lance de la ligne sociale et patriotique au sein de la France Insoumise. Donc ancien soldat, qui a fait beaucoup d'humanitaire et qui était très proche, et qui l'est toujours d'ailleurs, de Charlotte Girard, qui était pressentie pour être tête de liste, professeure de droit constitutionnel, et qui est la veuve et la mère des deux filles de François Delapierre, qui a été pour Mélenchon comme son fils. A priori, les manœuvres du de l'ancien directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon ont écarté tous ces gens qui ont quand même pourtant des états de service assez irréprochables. Pourquoi ? Parce que Mélenchon, au lieu d'aller vers la suite du programme L'Avenir en commun, qui était un programme populiste, d'ailleurs très bien troussé, eh bien, a décidé, alors que qu'il avait encore 3 points à faire avancer. Premièrement, d'ouvrir le dossier de l'immigration, ce qui était en train d'être fait. Deuxièmement, de se réconcilier avec la Ve République, ce qui était aussi bien parti. Et dernier point, de se réconcilier avec les forces de l'ordre. Je dis bien forces de l'ordre. Mélenchon a déjà un programme très militariste au meilleur sens du terme. Vu que c'est un socialiste de l'Est, comme Chevènement, c'est donc un homme qui est passionné de géopolitique et de questions militaires. Donc il n'y a pas de ce sentiment anti-armé boutonneux de gens gauchistes en Sarwell chez lui, il n'y en a jamais eu. Donc il avait encore ces 3 points pour entrer pleinement dans le personnage du leader populiste. Il n'a pas voulu le faire à cet instant, et donc ses meilleurs hommes soit sont partis, comme Kuzmanovic, soit ont été écartés, comme Koch, ou ont renoncé, comme Charlotte Girard. Donc c'est la victoire de la ligne indigéniste au sein de l'AFI. Il faut savoir qu'en parallèle, les comités de l'AFI laïcité, dont sont dissous les uns après les autres, dont un pour avoir fait un débat sur l'islamisation au travail, sur les atteintes communautaristes sur les lieux de travail, et Mélenchon a laissé faire ça. Il est très très discret sur ces questions-là. Il ne s'est pas exprimé directement, sauf par un tweet tout à fait mal à l'aise, disant oui, ça fait trop de bruit, etc. Alors il y a deux choix. Soit Mélenchon, qui, il faut le savoir, est un grand cyclotimique, et dans une de ces phases où il laisse tout tomber, ce qui est tout à fait possible, et donc il va mourir à gauche tranquillement, se tasser. La prochaine étape, c'est que le lobby de l'Union de la gauche, qui est le lobby indigéniste, c'est un seul et même, dont, à mon avis, la classe, disons la personne la plus influente au sein de ce lobby, c'est Clémentine Autain et non Daniel Obono, contrairement à ce qu'on croit. Daniel Obono n'est pas une indigéniste, c'est une soldat du NPA. Elle a utilisé les hommes d'Oria Bouteja pour leur marcher sur la tronche, et comme ce sont fondamentalement des cons, eh bien ils se sont laissés faire. Alors, Clémentine Autain, elle est pour refaire l'union de la gauche, c'est-à-dire dissoudre le populisme mélenchonien dans les accointances avec messieurs Morel, avec Bilal, enfin Benoît Hamon, de son nom de baptême, et quelques autres zombies ou demi-zombies de ce type-là. Dans le même ordre d'idées, Fatia Boujalat qui a été la représentante de la ligne nationale et républicaine et laïque au sein du mouvement des républicains et citoyens, l'ancien mouvement de Chevènement, a été liquidée.
dans le même esprit pour faciliter l'union de la gauche. Donc on élimine les nationaux. Tout ça dans un contexte de jeu d'ombre et de chaise musicale à gauche. C'est-à-dire que les réseaux de M. Arnaud Montebourg sont en train de se reconstituer sur les ruines du chevènementisme et qu'on prépare certainement l'après-Mélenchon. Je pense que les indigénistes ont encore une personne à éliminer dans ce cadre, c'est Alexis Corbière, qui a tous les défauts qu'on lui prête, mais qui pour l'instant a toujours été d'une fidélité d'épagnole à son patron. Et ensuite, eh bien, de mettre sur le pavois Ruffin, sur le cas sur lequel je vais revenir dans le cadre des Gilets jaunes, vu qu'il est l'un des artisans de la tentative de faire dérailler ce mouvement populaire, parce qu'on n'est jamais que ce qu'on est, et lui c'est un bobo de gauche de bonne famille, et qui sera aisément manipulable, et qui rendra toute alternative populiste impossible, parce qu'il sera dans un discours de ce que Peggy appelait le lutisme de classe, ceux qui se verra répondre à droite dans l'avenir par, disons, un lutisme identitaire qui sera certainement incarné par une certaine héritière qui pourrait revenir de ses aventures scolaires lyonnaises. Donc, c'est un énorme gâchis pour Mélenchon. Ensuite, il y a un deuxième scénario à comprendre. Jean-Luc Mélenchon est un chat en politique. Il a déjà eu 4 vies. Il a détruit 4 fois les partis et coalitions lui-même. Il les a laissés crever qu'il avait créés. Il en avait créé une avec le célèbre rappeur Dr Dre, Julien Dre, le préposé aux banlieues. Il en avait créé une avec M. Montebourg. Il avait fait le parti de gauche et après la France insoumise. Donc il a déjà envoyé dans le mur 3 de ses propres créations. Et je pense que s'il n'est pas dans un état, disons, totalement dépressif, surtout qu'avec les ennuis judiciaires qu'il a, qui à mon avis sont, je le dis sincèrement, totalement infondés, je le pense sincèrement, je rappelle que les seuls à s'être bien tenus et droits avec lui à ce moment-là, c'est les gens qu'il vient de faire dégager là. Autrement dit, la prochaine attaque judiciaire, tous les autres qui se sont mis sous le tapis et ne l'ont pas défendu, le défendront encore moins. Donc je pense qu'il sait qu'il va être sacrifié, que s'il fait ce qu'il a déjà fait plusieurs fois, il va noyer la FI juste après les européennes, ça va commencer, pour pouvoir faire une nouvelle plateforme pour sa dernière présidentielle, qui, si elle n'est pas patriotique, eh bien, il ne passera pas le premier tour. Et il n'aura jamais plus ni la campagne extraordinaire qu'il a fait en 2017, ni son score qui a failli lui ouvrir les portes du second tour. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire. C'est un immense gâchis parce que des hommes de valeur et des femmes de valeur ont été éjectés de ce parti. Ensuite, c'est très drôle que cela suive d'un an presque la purge anti-patriote et anti-souverainiste qui a eu lieu de l'autre côté de l'échiquier, c'est très drôle. Mais de toute façon, on peut purger les hommes, on ne peut pas purger ni les problèmes ni les réponses. Alors peut-être que d'autres ont des réponses à donner. On pense à M. Strauss-Kahn qui vient d'ouvrir un club. Alors il est vrai que les clubs, ça a toujours été l'une des passions de Dominique Strauss-Kahn. Mais pour cette fois-ci, c'est un club de réflexion. Et je pense que c'est lié en partie... La réflexion précède l'action. Tout à fait, et l'action, Dominique, ça le connaît. Je pense que c'est lié en partie à la situation pré-insurrectionnelle en France par rapport à l'affaire des Gilets jaunes. Déjà, pour une chose, c'est que Dominique Strauss-Kahn est un homme qui, à mon avis, a toujours été très soucieux du prix à la pompe. J'en suis intimement persuadé. Et surtout parce que Dominique Strauss-Kahn sait que toutes ses anciennes équipes, blague mise à part, sont aujourd'hui du côté d'Emmanuel Macron et se cherchent déjà un nouveau patron. Or, on n'est jamais mort dans ces milieux-là. Et je pense que M. Strauss-Kahn sait qu'il n'y aura pas de retour en arrière de l'après-Macron, c'est-à-dire que le blairisme, cette forme ringarde du socialisme libéral, incarné du socialisme libéral et libertaire, incarné jusqu'à la caricature par Emmanuel Macron, restera la marque à gauche, dans un nouveau bipartisme. Il n'y aura plus jamais, disons, si Mélenchon renonce définitivement au populisme, ce qui a priori est acté, il n'y aura plus jamais, disons, de gauche populiste sérieuse, ni
de gauche archaïque, type PS Hollande ou PS post-mitterrandien. Et donc, dans cette nouvelle configuration, pour ces vieux jours, Strauss-Kahn pourrait jouer un rôle au moins de visiteur du soir. Je ne pense pas un rôle de premier plan, parce qu'on lui, je pense, resservira à vie ces images peu reluisantes de sa sortie d'un certain hôtel new-yorkais où il a laissé quelques taches. Je ne suis pas certain qu'il le puisse, et je suis surtout pas certain qu'il le veuille, car François Mitterrand disait de Dominique Strauss-Kahn que c'était un jouisseur, et que et que pour ce fait, il n'aurait pas de destin national, et je pense en effet qu'il ne le vise pas, ou du moins, il ne l'a jamais visé. Je pense que les encouragements de Madame Sinclair étaient beaucoup plus, disons, le poussaient beaucoup plus dans une ambition présidentielle qui n'était pas la sienne. Je pense que c'est un homme qui, comme Clémenceau l'eût dit du président Faure, je crois, il voulait être César, il ne fut que Pompée. On va passer maintenant au vrai sujet qui agite l'opinion française et même internationale d'ailleurs. Les fameux gilets jaunes là, qui secouent la France au moment où je pose cette question depuis à peu près 3 semaines. Alors, j'ai déjà fait dans la première partie de la vidéo une analyse. Ensuite, il faut revenir sur 2 développements qui ont séparé les deux enregistrements, qui sont distants de quelques jours l'un et l'autre. Il y a deux faits importants par rapport aux Gilets jaunes. Le premier, comme je l'avais annoncé, Castaner veut la violence et l'a encore prouvé. Il y a un nombre de blessés absolument parmi les manifestants qui est quand même extrêmement élevé, particulièrement touché par des coups de flashball à la tête. Le flashball est une arme qui est une arme de dispersion. Elle n'est pas faite elle est faite pour viser le poitrail, parce que, si vous voulez, en neutralisation, on vise toujours le triangle qui est là. Le flashball, lui, est fait pour être utilisé ici. C'est une arme qui est faite pour faire reculer. A priori, on a donné des ordres pour faire de la casse. Je pense évidemment que les flics temporisent, parce qu'une troupe de CRS, quand elle veut faire de la casse, elle sait en faire. Hein, c'est quand même une quarantaine d'hommes de près de 100 kg chacun, avec chacun sur eux 60 kg de matériel de protection à peu près. Bouclier et matraque compris. Donc, si vous voulez, quand ça tape, ça peut taper vraiment. Pourquoi Emmanuel Macron veut, a priori, veut la violence? Pour une raison. Il veut donner à la classe sociale qu'il représente, les 13% de la bourgeoisie traîtresse et comprador de ce pays, l'image qui la berce depuis qu'elle est petite, c'est-à-dire l'image du peuple rouge, le couteau entre les dents. Donc je vous protégerai des pulls à sueur. À une condition, c'est que vous reformiez le bloc électoral uni qui m'a fait élire et qui est ma seule chance d'être réélu, de préférence face à un candidat inoffensif type Marine Le Pen par exemple. Voilà. Seul espoir de sa réélection. En plus, il n'a pas d'homme, vu que nous avons enfin le fin mot du mystère Gérard Collomb. Je pense que le personnage était parfaitement au courant de ce qui allait arriver. Pas qu'il ait vu venir les Gilets jaunes, c'est qu'il a vu venir un mouvement de fond. Pourquoi? Parce qu'il avait 2 particularités, chef des flics, et surtout édile de province. Lui. Alors vous me direz, Lyon, c'est quand même pas une petite ville. Là, c'est quand même la France périphérique en face de lui. Oui, mais quand vous contrôlez Lyon, vous contrôlez toutes les intercommunalités lyonnaises. Donc vous avez des yeux partout, si vous voulez les avoir. Et Collomb est un homme curieux. Maintenant que Collomb est parti, j'ai déjà dit dans la précédente vidéo qu'est-ce qui restait à côté d'Emmanuel Macron, donc Colère, Ferrand, Castaner, je ne vais pas revenir sur la galerie de portraits, je peux dire que c'est peu brillant. Or Emmanuel Macron ne peut pas comprendre les mouvements populaires. Pour une raison qui est simple, il développe une forme d'autisme du pouvoir qui est extrêmement dangereux. Par exemple, il vient de faire annoncer des mesurettes idiotes à Édouard Philippe, qui le fait de manière de plus en plus gênée. Parce que lui aimerait bien, dans l'explosion potentielle du groupe En Marche, reprendre la partie droite.
M. Philippe se caresse un destin national. Et je pense que M. Juppé, la momie de Bordeaux, qui lui susurre des trucs à l'oreille, ne doit pas tout à fait l'en dissuader. Mais le coup du moratoire, bravo. Alors, pendant 6 mois, jusqu'aux élections européennes, Et jusqu'aux vacances. et jusqu'aux vacances, tout se passe bien, et après, je t'engueule. Ok? Disons que pour poser un rendez-vous, je dis sincèrement, c'est une très bonne méthode pour se prendre un râteau. Or, le râteau est venu. Pourquoi? Là, nous approchons d'une manifestation massive qui peut tout à fait dégénérer parce que le mouvement des Gilets jaunes se radicalise. Ce que Emmanuel Macron va utiliser dans sa propagande interne vis-à-vis des siens, il faut toujours que vous voyez qu'Emmanuel Macron est un fractionnaire. Il n'est pas dans le rôle du président de la République sous la Ve République. Il ne parle pas au peuple, il parle aux siens. Et donc il veut leur servir des images de violence. Il a d'ailleurs envoyé ses troupes pour ce faire. Je vais vous donner un exemple. Les Gilets jaunes furent accusés, alors qu'ils ont protégé la tombe du soldat inconnu, de s'y en être pris. Au passage, le fait qu'ils la protègent inclut bien l'aspect très patriotique et très common decency de ce mouvement. Deuxièmement, il y a eu de la casse dans l'Arc de Triomphe, tout à fait. Je rappelle que les casseurs ont laissé derrière eux, premièrement, ils se sont filmés, donc on peut tout à fait voir qu'ils ont des profils types de banlieusards, et deuxièmement, ils ont laissé derrière eux une revendication tout à fait caractéristique qui est mort à l'État, aux flics et aux fachos, et justice pour Adama. Bon, l'extrême gauche indigéniste a tout faire, comme d'habitude. Ça nous fait rebondir sur les seconds envoyés du pouvoir qui sont à mon avis le plus grand danger pour les Gilets jaunes. Messieurs Ruffin et Lordon ont fait une sorte de vidéoconférence show, one-man show, enfin duo. J'ai toujours dit les duos comiques depuis Élie et Dieudonné, c'est fou ce que ça baisse. Donc messieurs Ruffin et Lordon veulent faire un mouvement qui aille donc de Nuit debout aux Gilets jaunes, c'est-à-dire de réconcilier les gens qui travaillent et donc qui manifestent sur leur temps libre de jour, et Nuit debout, qui sont le mouvement des branleurs, qui eux peuvent manifester la nuit pour une raison, c'est qu'ils ne travaillent pas le jour. Et comme coagulation, ils y sont encouragés par le mouvement des banlieues derrière pour la mémoire d'Adama Traoré, délinquant de droit commun dont l'activité lui fut fatale, ce qui est bien triste mais ce qui est comme ça, qui a forcé donc cette gauche du capital à aller chercher les gilets jaunes et donc à vouloir les parasiter par une technique d'entrisme tout à fait classique de l'extrême gauche trotskiste, milieu dont vient intégralement Ruffin, extrême gauche bourgeoise. Je ne dis pas que Ruffin n'ait fait que de mauvaises choses dans sa vie. Fakir est un excellent journal, le problème n'est pas là. Le problème c'est que c'est un journal non politique, au sens où c'est un journal qui a une acuité pour saisir les problèmes, mais tremble devant les solutions. Quant à Lordon, Frédéric Lordon est un sujet compliqué. C'est un économiste de génie, c'est indiscutable. C'est un philosophe aux lectures de Marx baroque et aux lectures de Spinoza loufoque, comme le camarade de Nicolin l'avait expliqué à plusieurs reprises, qui n'est d'ailleurs pas étranger au fait qu'il ait été viré du média d'Aude Lancelin, vu qu'Aude Lancelin est Madame Frédéric Lordon à la ville. Donc Frédéric Lordon, lui, est un petit bourgeois du CNRS qui veut utiliser les pauvres pour se venger de sa classe qu'il déteste mais à laquelle il appartient totalement. C'est dommage pour un homme aussi brillant. Je rappelle que quand il a fallu, et quand on lui a demandé, il a produit des articles de dénonciation contre Jean-Claude Michéa d'abord, et Jacques Sapir ensuite, qui est à la fois un de ses collègues, un de ses devanciers intellectuels. Frédéric Lordon appartient à l'école de la régulation, il a fait sa thèse sous les ordres de Robert Boyer. Et l'école de la régulation française, Jacques Sapir en est la plus belle fleur. En plus d'avoir été, je pense, un collègue tout à fait aimable et tout à fait, protecteur de son jeune collègue Lordon. Ça, je suis intimement persuadé que Jacques Sapir a dû être très doux avec le personnage comme il l'est avec tout le monde, et que le brave Lordon, pour le remercier, a fait du bien à Martin et te chira dans la main.
disons, l'a catalogué en rouge-brun, vous savez. Hein. C'est d'ailleurs drôle, hein, toute cette allergie aux couleurs. Je crois que Cohn-Bendit vient de dire une chose sur le caractère fasciste de la couleur jaune. Hein, Et BHL a appelé à chasser les gilets bruns. Ah oui, à chasser les gilets bruns. Oui, oui, oui. Et oui, oui, Bernard Henry, oui, oui. C'est vrai que... Et puis lui, Mathieu Castoavit, enfin... et c'est vrai qu'en plus, BHL a beaucoup ironisé sur le fait de l'utilisation du gaz par les CRS, hein, et avec ses obsessions des années 30 qui le travaillent beaucoup. Je pense qu'à ce moment-là, faut vraiment consulter. Hein, et de toute façon, et je le dis totalement droit dans mes bottes, vu l'histoire de ma famille, aujourd'hui, c'est désacraliser la mémoire des morts, car de toute façon, les références aux années 30 ne fonctionnent plus. Il n'y a que Bernard-Henri Lévy qui est, on parlait d'autisme tout à l'heure, qui est intellectuellement autiste, mais ça fait 40 ans que ça dure, pour ne pas s'en rendre compte. Quant à Dany le Rouge, ou alors il y a pire, ils ont ressorti, puisque Dany le Rouge suffit plus, hein, pour la mémoire vivante de 68, on a évité le pédophile, enfin on a plus seulement le pédophile, on a aussi Romain Goupil, hein, qui est pas mal dans le genre, qui, je le rappelle, est vraiment le gauchiste néoconservateur dans son horreur, parce que ce brave camarade qui avait mis en scène la mort d'un de ses proches dans un film horrible qui s'appelle Mourir à 20 ans, euh, a vu la consécration de sa carrière. Alors bon, maintenant il est ménade sur l'épaule d'Emmanuel Macron, mais entre-temps, je vous rappelle que cet homme qui pleure pour le prolétariat souffrant du moment que ce prolétariat n'est pas français, a été l'un des avocats en France de la guerre d'Irak, et qu'il s'est réjoui des quelques 1,5 million d'Irakiens qui ont perdu la vie au nom de la démocratie, des droits de l'homme et de mes partis nobles sur la commode. Donc voilà le mouvement anti-Gilets jaunes. D'ailleurs, le pouvoir vient de créer une sorte de milice qui s'appelle, je crois, les Foulards Rouges, hein, qui doit être 4 pelés, 3 tondus, qui sortent des rangs d'En Marche. Tout ça pour faire du pourrissement et du frontal. Dernier point, j'ai entendu, comme vous tous, ces rumeurs d'appariteurs au sein des manifs, c'est-à-dire de flics qui seraient allés au carton. J'espère qu'une une large partie de nos forces de l'ordre soutient, sans maudire les gilets jaunes, pour des raisons de classe évidentes. Mais j'espère que certains ne se font pas mousser auprès de leur hiérarchie en faisant ce genre de truc. J'en serais malheureusement peu surpris, vu, vu l'histoire de ce que j'appellerais les syndicats de gauche de police, c'est-à-dire de cette petite racaille à uniforme que les pouvoirs libéraux libertaires ont toujours su trouver, depuis Carpentras jusqu'à Clément Méric, en passant par Manuel Valls. Disons qu'on a toujours su trouver des flics pour faire le sale boulot, donc je ne serais malheureusement pas surpris. En tout cas, les Français, et c'est tout à fait normal parce que c'est un mouvement authentiquement populaire, continuent à soutenir les Gilets jaunes, c'est tout à fait normal. À titre personnel, même si j'ai une bonne partie de ma famille dans l'Ouest qui y participe, je ne peux qu'encourager de loin, parce que la situation personnelle dans laquelle beaucoup de mes amis sont au courant, vu que j'ai dû en témoigner dans la vidéo précédente, le fait que je ne peux pas, pour des raisons de santé, je m'en excuse, mais disons que je ferai, et moi et les miens ferons tout ce que nous pouvons pour faire réussir ce mouvement qui est un mouvement très digne, d'ailleurs dont les revendications n'ont rien d'exorbitant. Le SMIC à 1300 euros, ça casse pas 5 pattes à un canard. La renationalisation des autoroutes. Et la renationalisation des autoroutes, ce qui est très bien, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, les autoroutes françaises donnent plus de dividendes que le prix qu'elles ont coûté. Oui. Alors qu'elles ont été privatisées certainement à 60 à 70% de leur valeur. Au passage, à une demande, Dominique de Villepin savait que Bruxelles allait le demander, alors il l'a fait pour être un bon élève de la classe. Ce faisant, je suis désolé, ce n'est même pas une renationalisation qu'il faut faire. Les biens de l'État, s'ils sont vendus, doivent être vendus au juste prix. S'ils ne l'ont pas été, il y a une règle simple de droit public qui dit nul n'usucape sur bien d'État. Alors usucaper, c'est un mot qui a l'air compliqué, mais regardez, je vous vole ce bonbon, dans 1 an et 1 jour, il est à moi.
parce que vous perdez progressivement votre propriété. Alors ça, c'est sur les biens des particuliers, ça existe. Sur les biens de l'État, non. Et ceux qui ont acheté ces autoroutes et qui en ont tiré profit, eux, ils ont un autre principe, enfin, ils ont la conséquence juridique en droit public qui est qui mange loi du roi 100 ans après en rend les plumes, c'est-à-dire que quand on a volé un bien d'État, on le recrache et on recrache ce qu'on a gagné avec. C'est de l'escroquerie en bande organisée, point, barre, au profit de Vinci et consorts. Or, les Français prouvent encore que c'est un peuple quand même très politique. Qu'est-ce qu'ils demandent? C'est quoi ces revendications des Gilets jaunes? Rendez-nous ce qui est à nous. Ils ne veulent pas de conquête, ils veulent qu'on leur rende ce qui est à eux. Les autoroutes, ils les ont déjà payées, donc il n'y a pas de raison. Ils veulent une démocratie plébiscitaire, ce en quoi ils ont raison. D'ailleurs, c'est la logique de la Ve République. Le général de Gaulle a donné le référendum pour ça. Donc, toute la tradition républicaine l'avait refusé. Il faut même s'en rappeler. Et il n'y a rien d'exorbitant. Maintenant, je veux juste faire un point avant d'entrer, de terminer ce sujet. Ce point, c'est pourquoi vous payez tant d'impôts en France. Parce que personne ne vous l'explique. Donc, je vais essayer d'être très clair. En réalité, et ça, je renvoie à une très bonne vidéo qui dure 3 minutes d'Olivier Passet, qui m'a surpris parce que je ne pensais pas le personnage capable d'une telle honnêteté intellectuelle, je le reconnais, donc de chez Xerfi. En réalité, si vous prenez l'impôt, si vous dissociez l'impôt et les cotisations sociales, et particulièrement les impôts, disons, directs et indirects principaux, revenus, TVA et droits d'assises. En réalité, la France est dans la moyenne haute. Quand on dit la France est la championne du monde des impôts, etc., c'est faux. C'est une propagande capitale. C'est une propagande du capital, c'est faux. Parce que je rappelle que les prélèvements, que les cotisations sociales, ce n'est pas de l'impôt. C'est du salaire différé. Je le rappelle. C'est pour que vous puissiez être indemnisé si vous êtes malade, si vous êtes au chômage, etc. Ce n'est pas de l'impôt, c'est du salaire différé. Or, dans les deux cas, quand vous additionnez les deux, la France est en valeur sur la première marche du podium, c'est vrai. Mais si vous les prenez séparément, elle est dans la moyenne haute par rapport à des pays. Parce que ce qui fait la spécificité française, c'est d'avoir les deux à un haut niveau. Généralement, il y a des pays comme les pays scandinaves qui ont des cotisations sociales ou des impôts plus importants que les nôtres, mais qui ont généralement un plus important, un moins important. Vous voyez? Alors que nous, on a les deux très importants. Pourquoi? Pour 3 raisons principales. Et ça, vous devez l'entendre parce que c'est pour ça qu'on vous ponctionne. Et on vous ponctionne trop, je suis d'accord. Mais, on vous ponctionne trop par rapport à l'impôt. Par rapport aux cotisations sociales, ça c'est à vous de le décider de quelle société vous voulez. Est-ce que vous voulez une société où il n'y a pas de gens qui décrochent, ou est-ce que vous voulez une société à l'allemande, où il y a au minimum 14 millions de gens sous le seuil de pauvreté qui sont réputés travailleurs en plus? Je me permets sur une incidence, par exemple, en Autriche, le chômage, c'est maximum 6 mois, et c'est 50% du salaire. Il faut vite rebondir. Voilà. Mais par contre, ils ont moins de chômage, accordons-leur ça. Mais... Oui, non, tout à fait. La seule chose, c'est qu'aussi, quand vous prenez le chômage au sens du BIT, du Bureau international du travail, comme le fait l'Allemagne, c'est-à-dire qu'il suffit de bosser 3 heures par semaine et voilà, vous n'êtes plus chômeur. Bon, donc résultat, nous avons préféré le traitement social du chômage à faire des travailleurs pauvres. Alors, c'était un choix. Nous, on a préféré qu'il n'y ait pas de gens qui disparaissent de la société. L'Allemagne, elle a fait le choix. Elle a effacé 15 millions des siens, sur un pays de 80. Bon, c'est un choix. Et ça a commencé bien avant Hartz IV. Hein. C'est un choix que l'Allemagne a fait il y a longtemps. Bon. Donc, si vous voulez, ça, ce n'est pas le... C'est un choix. Donc, pourquoi... Donc, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est... Pourquoi on vous ponctionne autant? On vous ponctionne autant pour 3 raisons. On vous ponctionne à cause
d'abord d'indemniser la désindustrialisation. Déjà, d'abord. La désindustrialisation, je le rappelle, est une conséquence logique de différents choix politiques. Premièrement, du libre-échange, très clairement. Bon. On a décidé de vous mettre en frontal avec des salariés tout aussi compétents que vous qu'on a traités par le racisme. Combien ai-je entendu de hauts fonctionnaires me dire les Chinois font des chaussettes et nous de la haute technologie? C'est quand même la seule idée raciste que vous pouvez émettre dans un public à haute voix sans être condamné par les tribunaux, parce que c'est une idée raciste, je suis désolé, de dire que les Asiatiques sont tellement cons qu'ils ne vont faire que de la basse technologie. On est d'accord, vous et moi, que cette prédiction s'est avérée totalement fausse. Oui. Hein? Aujourd'hui, la Chine est même en train, sur par exemple le cryptage, etc., d'enfoncer l'Occident, mais alors lourdement. Pour que... Alors, je le dis à travers, entre autres, l'œuvre d'un homme extraordinaire qui était l'économiste Paul Bérard, le libre-échange enrichit des hommes et appauvrit des États. Voilà. Donc c'est tout simplement un jeu de flibuste, de verroterie. Le but, c'est pour une nation qui a une avance technologique, d'échanger de la verroterie contre des matières premières. Voilà. C'est un jeu de pillage que l'Angleterre a créé. C'est l'Angleterre qui le premier l'a fait, dans lequel les États-Unis sont passés maîtres, mais dont la cupidité de l'Occident a utilisé jusqu'au point où il a inversé la balance et où ce sont les anciens pays qui étaient victimes du libre-échange, comme la Chine, qui aujourd'hui le maîtrisent. Et d'ailleurs, le premier secrétaire Xi Jinping se pose en gardien du libre-échange aujourd'hui face aux Occidentaux et face à Donald Trump. Pourquoi? Parce que nos oligarchies ont tout simplement vendu notre outil de production. Tout simplement. Donc, parce que la société française est égalitaire et qu'il était impensable en France de dire à toute une partie de la population « tu vas crever content », nous avons fait le traitement social du chômage. Ça, c'est la première raison. Sur ce traitement social, on a fait un facteur amplifiant, qui est évidemment l'euro, grande fabrique à faire des chômeurs, vu que il faut que vous compreniez une chose. Un circuit économique, il y a toujours quelqu'un qui paye à la fin, dans un circuit économique. Dans la France des années 60, il y avait deux types de gens qui payaient. Les rentiers et les étrangers. À partir de la révolution libérale, comment on fait payer les rentiers? Par l'inflation, que l'inflation fait crever la dette. Et comment on fait payer l'étranger? Par les droits de douane et par la dévaluation. Puisque quand vous dévaluez, vos biens à vous sont boostés à l'exportation, les biens achetés à l'étranger, eux, sont plus chers, et en même temps, vous flinguez une partie des dettes, particulièrement des dettes immobilières. Très bien. Ça a permis d'ailleurs une accession à l'immobilier très rapide dans la France des années 60. Bon, très bien. Le problème, c'est que si vous êtes rentier ou industriel comprador qui rêvait de vous refaire un empire colonial à pas cher en allant faire travailler des petits Thaïlandais ou des petits Marocains, bah, malheureusement, ce monde-là n'est pas pour vous. Ou alors, si vous êtes grossiste de magnétoscope japonais, ce monde-là était dur pour vous. Et deuxiémement, si vous êtes étranger, particulièrement d'un capital 100 mètres qui était les euro-dollars dans les années 60-70, et ben ce monde-là vous gêne. À partir du tournant libéral de M. Giscard d'Estaing, puis de M. Mitterrand et tous les autres, on a décidé de faire payer le natif et le travailleur. C'est-à-dire, au lieu que dans le circuit ce soit l'extérieur qui paye, eh ben on a fait payer l'intérieur. Comment vous a-t-on fait payer? Avec un mandat anti-inflatoire à partir du Francfort de M. Delors. C'est-à-dire qu'il faut éviter l'inflation à tout prix. Le problème, c'est que si vous évitez l'inflation, bah vous évitez la croissance. Bon. Et donc, et surtout, si vous faites une politique dont le seul but est de réduire l'inflation, vous avantagez qui? La classe aisée et la classe rentière. Et donc, vous désavantagez qui? Ceux qui empruntent
et ceux qui travaillent. Bon, très bien. Et après, vous avez fait l'euro, donc plus de dévaluation, c'est-à-dire, vous savez, une dévaluation, c'est le coup de pied qu'on met dans la piscine. Je qualifierais, pour bien que vous compreniez, la dévaluation, c'est quand vous remontez, quand vous êtes dans une piscine, que vous remontez vers la surface, c'est la première respiration que vous prenez une fois que vous êtes à la surface. C'est ça, une dévaluation. Alors il faut la réussir, c'est un exercice techniquement difficile. Mais, si vous la faites bien, un pays qui est magistral pour ça, c'est toute l'histoire de l'Angleterre. D'ailleurs, je le dis pour le peu d'amis libéraux que j'ai, si vous aimez tant Margaret Thatcher, vous devriez vous y intéresser plus, parce que les seules choses économiques qu'elle a réussi à faire, c'était les dévaluations de la livre sterling qu'elle faisait très bien. Et donc, comme on a par l'euro renoncé à la monnaie, alors si vous renoncez à la monnaie, vous renoncez au budget, et vous renoncez également à l'arme fiscale. Donc, quelle est la variable d'ajustement de votre économie? Bah oui, je vous l'ai dit, il y a toujours quelqu'un qui paye. Alors qui paye? Bah c'est vous. La variable d'ajustement, c'est les salaires. Ah bah si c'est pas la monnaie, ah bah oui. Alors c'était dans Maastricht. Mais ça on vous l'a pas tout à fait dit, je pense. Bon, c'est pas grave. Enfin, pour vous aussi. Mais Vos enfants vous remercieront demain, disait l'affiche. Voilà, l'affiche disait, vos enfants vous remercieront demain. Les enfants, c'est nous. Exact. Donc, voilà, ça c'est la première grande raison, c'est qu'on a fait tout un système cohérent, financier et libre-échangiste, et vous devez le payer. En payer les externalités négatives. Mais ne vous inquiétez pas, il a aussi un très bon côté. Vous pouvez vous acheter à pas cher des t-shirts que vous ne faites pas, qui sont faits par d'autres, et qui enrichissent ni celui qui les fait, ni vous, mais qui enrichissent le grossiste entre les deux. Il vous est reconnaissant. Il vous est très reconnaissant. Et c'est d'ailleurs je vous rappelle que l'un des principaux hommes les plus riches au monde est le Mexicain qui tient, je crois, la marque Zara, si je me souviens son nom. Et je vais vous dire, une autre chose, c'est que celui qui également gagne il y a quelqu'un d'autre qui gagne grâce à vous. Je vous rappelle que la France a les actionnaires les plus chanceux de tout l'Occident et un des pays qui crée le plus de millionnaires par an. Il vous remercie. Voilà. À partir de ce système consubstantiellement antipopulaire qui a été fait pour pouvoir, qui est le coût, disons, économique de la soumission à la fois à la mondialisation et à l'euro-germanisme, on a ajouté un système parasitaire. Ce système parasitaire, qui vous fait payer aussi, c'est la deuxième raison sur 3, concerne 4 types de personnes. La fraude sociale, à peu près 20 milliards d'euros par an, à peu près, je crois, d'après les rapports des affaires sociales. La fraude fiscale, qui est au minimum 5 fois supérieure. Le parasite, alors, l'immigration, pompe Afrique hors du commun, et de payer les oligarques. Vous avez par exemple les factures de l'Union européenne qui entre le carrousel de TVA. L'Union européenne dit que rien qu'en TVA, elle nous coûte 10 milliards elle-même. C'est le rapport, c'est la Commission elle-même qui le reconnaît et elle vous remercie. Plus les coûts directs non compensés qui vont dans les oligarchies, de boîtes allemandes et d'ONG et de pays d'Europe de l'Est. On doit être dans le 6 à 7 milliards par an. En tout, l'Europe nous coûte au minimum 20 milliards et au maximum nous coûte à peu près 30 et quelques milliards, donc l'équivalent, c'est pas loin de ce que rapporte l'impôt sur le revenu. Donc, ça c'est l'autre coût que vous avez à payer. C'est de faire vivre les parasites. Alors, je mets également les journalistes là-dedans, vu que je vous rappelle également les sommes rondelettes que l'État français investit dans une presse que plus personne ne lit. Comme quoi, plus tout chômeur, certes, mais elle est chère la passe. Donc, et vous payez également pour une dernière raison, qui est
que pour compenser un chômage très haut, etc., eh bien, on s'est mis à faire du clientélisme, pas du tout chez les fonctionnaires d'État. L'emploi d'État recule en France. La part de l'État dans le budget recule, et c'est d'ailleurs un problème. Mais par la décentralisation, on a créé de nouveaux féodaux qui entretiennent des clientèles. Avant, ils ne pouvaient pas le faire parce que les préfets veillaient à ce qu'il n'y ait pas de gabegie. Entendez-moi bien. Je sais à quel point un nombre conséquent de petits maires de province est en train de rendre son écharpe parce que la vie est trop dure et qu'on leur met et qu'ils sont les derniers remparts face à la grande pauvreté qui prend la France périphérique. Ce n'est évidemment pas eux que je vise. Je vise une partie de la décentralisation qui ne sert à rien, qui a créé des roitelets comme M. Richert, par exemple, en Alsace. Il a démissionné depuis. Oui, mais Roitelet, il fut pendant un long moment. Hein, oui. Si vous voulez, et c'est avant tout ce type de potentats locaux qui en plus, quand ils sont dans les régions frontalières, sont les premiers à vendre les intérêts de leur région au profit de certains voisins, et particulièrement dans le cas dans l'Est de la France. Donc l'entretien de ce genre de sinécure coûte cher également. Voilà, ce sont ces 4 types de gens ce ne sont pas les seuls bien sûr, mais ce sont les raisons principales pour lesquelles on vous ponctionne, mais tout ça est venu d'une décision. C'est que, à partir de M. Giscard d'Estaing, l'élite s'est dit qu'elle n'avait plus en commun d'intérêt avec vous. Voilà. J'ai pu très modestement, dans l'ouvrage que j'ai fait sur la loi de 73, mettre quelques extraits de mes entretiens avec les hommes de l'élite de cette époque, qui me l'ont avoué d'ailleurs avec une naïveté assez confondante. Au nom du mythe européen, au nom de leur supériorité de grands diplômés, au nom de tas de choses, ils ont décidé de ce que Christopher Larche appelait une révolte des élites, c'est-à-dire qu'ils étaient là pour se servir et non pour vous servir, et que vous étiez alternativement des pull-à-sueurs, descendants, des gens qui ne sont rien, dixit Emmanuel Macron, etc., etc., et que vos destins historiques allaient divorcer, et qu'il fallait se débarrasser de cette chose pour laquelle ils ont une haine rentrée qui s'appelle la France, qui est le seul bien qui vous reste, que vous défendez et dont vous avez raison de le faire. Pour que vous compreniez bien, je vais vous citer le nom, alors certes d'un homme d'extrême droite, mais peu importe, mais qui est le fils réellement parfait de cette oligarchie décadente, qui est pourtant un écrivain de très bonne facture, c'est pas ça le problème, qui est Marc-Édouard Nab, qui disait « C'est de la France et de ce pays pourri qu'il faut se débarrasser ». Eh bien, il le disait, je crois, chez Pollack, dans une émission dont le nom m'échappe. J'ai failli dire apostrophe, mais non, apostrophe c'était pivot. Et il avait dit chez Pollack, et c'est vraiment le cri du cœur de la bourgeoisie post-68arde, c'est-à-dire, c'est une guerre à mort. Demandez à M. Goupil, demandez à M. Cohn-Bendit, ces gens-là en sont intimement persuadés, et vous ne vous laissez pas faire, vous avez bien raison. Par contre, et c'est ça votre plus grande faiblesse, et c'est pour ça d'ailleurs que le mouvement, même si la colère ne disparaîtra pas, que le mouvement va potentiellement se calmer, c'est que c'est une révolte de pères de famille et de braves gens. Le pouvoir compte sur votre épuisement. Ensuite, Emmanuel Macron, en plus, courroucé, vu qu'il a, là, au Puy-en-Velay, il a dû s'extraire sous les huées des manifestants. Donc je pense qu'il va essayer de rebondir, et quand on est de ces gens-là, comme disait Jacques Brel, quand on est de ces gens-là, comment Emmanuel Macron peut rebondir? Tout simplement en essayant de détruire la France définitivement, ce qui est l'affaire à mon avis la plus importante et qui n'intéresse personne, et surtout pas les pseudo-patriotes français, qui est le fait de donner à l'Allemagne notre siège à l'ONU. Je pense que Emmanuel Macron rebondira par un acte international de soumission
Et comme il est fondamentalement un agent allemand, ce sera de soumission à la Reichschancelière. À propos de l'ONU, un sujet là, c'est Marine Le Pen là, qui a un peu mis ça sur le tapis. On en parle beaucoup dans d'autres pays européens et en fait c'est passé complètement à la trappe, y compris avant les Gilets jaunes. Le pacte mondial sur les migrations de l'ONU, qu'est-ce que c'est que ce truc et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, premièrement, non, ce texte-là ne va pas s'appliquer tel quel s'il est signé. C'est faux. Je rappelle que il n'y a que les traités et accords dûment signés puis ratifiés qui deviennent de force égale à la loi. Je crois que c'est l'article 62 qui le dit de la Constitution de la Ve République, c'est à vérifier. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en réalité, ce n'est pas un accord international. C'est une espèce de déclaration d'intention du même type que la COP 21 qui dit, alors la COP 21 c'était pardon aux ours, aux lapins, tout ça, et là c'est pour des migrations sûres et régulières, c'est-à-dire la seule chose que ça trahit, c'est la pensée profonde, pas de l'ONU, mais de certains comités onusiens influencés par des gens comme Jean Ziegler et d'autres, qui veulent un droit à la migration, c'est-à-dire à la mobilité généralisée, ce qui est au passage un monde inhumain. C'est un monde inhumain. Si vous voulez, quand les hommes ont été créateurs, la première chose qu'ils ont tenté de faire, c'est de se fixer pour trouver un endroit où élever leurs enfants. Après, vous avez des peuples qui ont l'habitude du nomadisme. Mais même les nomades ont un rapport territorial. Quand ils sont dans le désert, ils prennent toujours les mêmes routes. Toujours. Après, vous avez le nomadisme philosophique avec une approche philosophique et intellectuelle du nomadisme. Ça, par exemple, des écrits magnifiques comme ceux de Françoise Bonnardel ou d'autres. Mais ça, c'est pour les sages, c'est pour les grands religieux, c'est pour les grands hommes de spiritualité. Ça n'a jamais été un programme politique. Jamais. Sauf chez des gens qui sont, je le dis sans problème, soit mentalement dérangés, soit très intéressés. Parce qu'il y a un type d'homme qui vit bien à l'extérieur des frontières. Les grands capitalistes et les grands mafieux, qui fondamentalement font le même boulot, à une différence près. C'est que l'un a été suffisamment intelligent pour faire dire par la loi que ce qu'il faisait était légal. Mais fondamentalement, c'est... Voilà. Le premier import-export historique, c'est les religieux, tout ce qui est templier, etc., les circuits de financement des templiers par exemple, et la mafia. C'est les premiers à avoir vécu hors des frontières. Ils y vivent d'ailleurs très bien. Donc, si vous voulez, cet accord est tributaire de cette vision positive du nomadisme, qui est une vision fondamentalement humaine, et qui ne se rend pas compte, c'est qu'elle est totalement capitalistique. Parce que si l'homme a un droit à la migration, ça veut dire qu'enfin l'être humain est un facteur de production. Et les facteurs de production, qu'est-ce qu'il y a en système capitaliste, comment doivent-ils être? Ils doivent être fluides et donc déplaçables. Pour un accord qui veut servir la cause des hommes, je trouve ça un tout petit peu fort de café. Or, ce texte ne va pas s'appliquer. Par contre, donc il n'a pas de force obligatoire. Mais par contre, il dénote deux choses. Premièrement, il dénote le pourrissement intellectuel des fonctionnaires internationaux. D'où le fait que ceux-ci, je suis désolé, il faudra réfléchir à leur statut. Déjà, ils ne payent pas d'impôts. Déjà, il faut les ramener sur terre. Deuxièmement, je pense que pour conserver un droit à la retraite dans le pays d'où on vient, je pense qu'il faut mettre des limites temporelles au temps qu'un homme peut rester dans une organisation internationale. 5 ans, 10 ans, pas plus. Ça leur fera du bien parce que là, si vous voulez, quand vous êtes totalement un prince dans un palais de verre, ce qui est l'ONU, vous finissez par devenir une sorte de gamin trop gâté et délirant, qui perd totalement le contrôle, un rapport avec le réel. Ce faisant, et qui en plus, vous avez tendance, comme tout prince capricieux, à avoir une approche régressive des sujets. C'est-à-dire non plus en termes collectifs et politiques, mais en termes individuels et sensibles. Ah, j'ai vu une histoire d'un migrant,
Oh, il était trop mignon. Oh, les salauds qui veulent pas en avoir. Non, les braves gens ne veulent pas faire du mal. Vous voyez, le problème de certains fonctionnaires internationaux, c'est qu'ils raisonnent comme un film fait par le NPA. Non, les braves gens ne veulent pas du mal aux migrants en tant qu'être individuel. Ils ne veulent pas être détruits par l'immigration. Tout comme le migrant lui-même préférerait certainement être un homme libre chez lui plutôt que venir récurer les chiottes à Paris. Ça nous renseigne d'abord sur l'état de décrépitude intellectuelle de cette caste. Ça nous renseigne également sur un second point. Beaucoup de gens qui se font mousser en s'opposant à cet accord qui n'a aucune force obligatoire n'ont pas hésité soit à ne rien faire sur des textes communautaires, particulièrement sur des textes européens, qui eux font venir effectivement les migrants, que ce soit les textes communautaires eux-mêmes ou leur interprétation jurisprudentielle. Là on attend toujours M. Salvini, je rappelle que pour lequel j'ai beaucoup de respect, mais l'immigration augmente en Italie, quoi qu'on en pense. Bon, ça c'est un constat chiffré. Et deuxièmement, même des gens, même des gens qui parlent avec une certaine force de cet accord, je pense par exemple, je rappelle que le code frontière Schengen, qui est foncièrement immigrationniste, a été voté au Conseil européen par la Hongrie, par exemple, en 2016. Bon. Donc à un moment, il faut, je pense, être populiste en acte et non populiste de discours, et quand on s'oppose à l'immigration, on s'oppose à ce qui fait réellement de l'immigration. Bon. Donc, ce soit dit sans animosité particulière, ni contre la Hongrie, ni contre l'Italie, bien évidemment. Ce n'est pas ça. Il ne faut pas, quand on surinvestir le symbole, quand on démissionne face au réel. C'est dangereux, c'est destructeur pour les opinions publiques que nous prétendons servir et qui en échange nous accordent leur confiance. C'est très dangereux. Donc cet accord a aussi un dernier point de danger, c'est que je pense malheureusement qu'il va orienter les autres juridictions à travers le monde, c'est-à-dire toute la classe comprador, qu'elle soit faite de hauts fonctionnaires ou de juristes, qui vont disons, utiliser cet accord, non comme base juridique, ils n'en ont pas le droit, mais comme inspiration intellectuelle pour soumettre les populations. Pour ça, je pense qu'il faut faire voter d'urgence pour la Constitution française. Alors, il faudra toiletter la Constitution de la 5e. Je pense qu'il faudra également la radicaliser dans son côté populaire, en ouvrant tous azimuts les voies du référendum. Mais, je pense, parce que c'est un sujet qui m'angoissait beaucoup, mais heureusement j'ai de bons amis bien meilleurs que moi, et mon ami Bessonnet, que vous connaissez, notre cher nounours, m'avait dit « Ne t'angoisse pas pour les accords pourris qu'on a fait avec l'Union européenne et autres, il suffit de faire un amendement à la Constitution, qui était l'amendement du constitutionnaliste Mazot, c'est-à-dire la loi postérieure au traité régulièrement ratifié leur est supérieure. Fini. » Voilà. Donc après, nous effacerons tout ceci de notre ordre juridique. Ça va prendre un certain temps, parce que malheureusement, les écuries d'Augias sont lourdes à déblayer, mais bon. Tout cela reste du domaine du faisable pour un gouvernement réellement décidé et qui voudra être en acte plus qu'en symbolique. Voilà. On va passer au conseil de lecture. C'est la période de Noël. Alors, je voulais dire deux choses. Premièrement, comment nous aider, puisque vous êtes beaucoup à nous le demander. Vous pouvez nous aider de trois manières. Premièrement, déjà en participant à nos activités, que ce soit pour les cercles de province ou pour le cercle de Paris, vous allez avoir toutes les coordonnées dans la présentation de la vidéo, enfin dessous, pour pouvoir les contacter s'ils sont dans votre région. Relayez nos événements, relayez nos vidéos, mettez des pouces bleus, comme dirait l'ancien youtubeur de Radio Courtoisie, là, celui qui nous fait rire, là, comment il s'appelle? Bon, je l'ai oublié. Le H2L, voilà, c'est ça. Et n'hésitez pas surtout à venir à nos conférences et à relayer leur tenue.
Ça, c'est le premier point. Vous pouvez également participer en écrivant dans la revue pour ceux qui le peuvent. Vous avez une adresse de contact cerclearistote@gmail.com pour nous proposer éventuellement des coopérations. Vous avez également la possibilité de nous aider financièrement, donc d'acheter nos livres. Je vais vous en présenter un certain nombre. Et d'acheter nos livres, de vous abonner à notre revue, c'est 50 € pour l'abonnement papier, 20 € pour l'abonnement numérique. Et donc vous pouvez le faire sur cerclearistote.com, vous pouvez le faire également par chèque. Vous nous contactez cerclearistote@gmail.com, on vous enverra l'adresse et l'ordre. Et vous pouvez enfin nous soutenir financièrement par des dons. Vous avez 4 manières de le faire. Vous pouvez nous faire des dons directement via le site, via PayPal. Vous pouvez nous faire des dons sur notre page Tipeee. Vous pouvez nous faire des dons par chèque. Là encore, cerclearistote@gmail.com. Et vous pouvez même nous faire des dons défiscalisés avant le 31 décembre. Et là encore, cerclearistote@gmail.com. Vous n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez le faire. On vous enverra le reçu fiscal bien, pour que vous puissiez. Et c'est déductible, je crois, à hauteur de 66%, si mes souvenirs sont bons. Donc, voilà les 2 principales méthodes pour nous aider. C'est-à-dire soit nous aider financièrement, soit nous aider avec, en logistique, en travail intellectuel. Je renvoie mon appel à la constitution de groupes d'experts. Je vais avoir beaucoup de temps pour des raisons dont vous êtes au courant en 2019. Quand j'irai un peu mieux, en tout cas dans la deuxième partie de l'année 2019, quand je serai délivré de toutes mes obligations, nous allons pouvoir nous organiser des comités d'experts pour pouvoir mettre en place, disons, un organisme de conseil et certainement une fondation de recherche. Donc là encore, cerclearistote@gmail.com pour mettre dans des groupes de travail par métier et par domaine. Donc ça, c'était pour nous aider dans nos différents projets. Maintenant, les conseils de lecture. Alors les conseils de lecture, je vais revenir sur différents types de nos publications pour que vous soyez, disons, que vous passiez un Noël et un début d'année studieux. Alors, premièrement, parce qu'on me l'a fait remarquer, on m'a dit vous faites jamais d'opération promo. Alors il faut savoir que j'ai horreur de... La partie vente me met très mal à l'aise, tout simplement, donc j'ai horreur de ça. Mais on va faire une promo sur différents ouvrages qui sont dans notre stock de livres, qui sont des ouvrages qui n'ont pas été vendus lors de conférences, qui n'ont pas été renvoyés. Donc vous allez trouver ça sur le site du Cercle. Donc vous avez nos petits manuels d'économie du CAPEC sur les crises financières qui sont un peu chers. Ces 3 manuels, les 3 pour 10 €. Vous allez avoir un ouvrage sur le panafricanisme, un ouvrage sur la pensée de Jean-François Mattei, des ouvrages sur le terrorisme, des ouvrages sur l'économie. Tout ça sont des ouvrages entre 5 et 10 € qui sont une braderie qui dure jusqu'au 5 ou 10 janvier. Voilà. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le gros morceau, c'est Pourquoi combattre ? L'album de nos 10 ans, qui est un ouvrage très lourd, de plus de 700 pages, avec une 50aine d'auteurs, qui ont fait une sorte de dictionnaire du militant. Alors on me dirait, 700 pages, vous n'avez pas su faire court. Vous pouvez le lire, chaque article fait à peu près 3 pages, donc là ça reste dans l'atteignable, et vous pouvez avoir une introduction à un sujet, c'est une sorte de manuel de culture générale pour les patriotes du XXIe siècle, à quoi vous devez au moins avoir 2-3 idées sur chaque sujet, parce qu'aimer la France avec les tripes, c'est très bien. Le problème, comme disait, je crois que c'est le grand stratège, c'est l'un des grands stratèges athéniens qui disait ça, donc c'est pas Thémistocle, on connaît que lui en histoire grecque. Le grand... Non, Thucydide, c'est l'historien. C'est l'historien, c'est la guerre du Péloponnèse. C'est l'un des grands stratèges athéniens qui... Comment ? Périclès, tout à fait. Ah, on y arrive. C'est Périclès qui disait
qui disait une cité où ceux qui dirigent une cité où ceux qui dirigent ne combattent pas et une cité où les combattants ne réfléchissent pas sera défendue par des idiots et gouvernée par des lâches. Et je pense que c'est très vrai, je rappelle quand même, hein, ça c'est pour les amateurs de décadence qui aiment se plaindre de la décadence, et que si la décadence était quelque chose de définitif, alors l'Occident est décadent depuis la Grèce antique parce qu'on n'a pas fait mieux depuis. Donc, vous avez des tas de gens qui sont déjà venus au Cercle Aristote, que vous connaissez, Claude Rocher sur l'État stratège, Christian Arbulot, Alexandre Dorna sur le populisme, Gabriel Galis sur la notion d'empire. Vous avez énormément vous avez notre ami Charles Onana sur la notion de résistance. Vous avez Philippe Conrad sur la notion d'histoire, donc l'ancien directeur de la Nouvelle Revue d'Histoire. Vous avez des gens comme Denis Collin sur la notion de commun, etc., etc. Votre serviteur fait à peu près une dizaine d'articles. Il y a 110 articles à peu près, un peu moins. Et donc vous avez un très bon article sur la Visegradisation des esprits, pour ceux qui s'intéressent à l'Europe de l'Est. Visegrádisation. Comment ? Visegrad, pas Visegrad. Maintenant que c'est moi qui monte la vidéo, moi j'en profite. Ah bah vas-y, fais donc. Emmerdeur. Ça, je le couperai pas. Mais je ne te le demande pas. Donc si vous avez dans plusieurs articles des bibliographies pour approfondir. Voilà, c'est un travail colossal pour mon équipe, qui est un cadeau de Noël, à mon avis, tout à fait sympathique, mais bien au-delà, en tout cas, un ouvrage qui, je l'espère, peut devenir un ouvrage de référence, en tout cas, qui en a toutes les qualités. Ensuite, j'espère qu'il aura votre concours pour le devenir. Donc, donc déjà disponible à la commande. Il sera disponible à la commande à la sortie de cette vidéo, tout à fait. Vous avez alors en plus une couverture assez superbe faite par notre ami JP, qui a fait une très belle croix de Lorraine stylisée sous une ambiance sombre. C'est vraiment du très bon travail. Vous avez également en plus des notions, des portraits à la fois de grands auteurs et de grands Français, parce que l'exemple est aussi fort que la pensée. Donc vous avez Drouot comme maréchal d'Empire, vous avez plusieurs grands gaullistes, vous avez des penseurs comme un portrait de Montaigne qui est assez drôle, vous avez à la fois des grands hommes, vous avez Vauban, vous avez des grands Français qui peuvent, disons, je pense, aider également à la construction de ce qui est encore bien plus important qu'une tête bien faite ou qu'une tête bien pleine, c'est d'avoir une colonne vertébrale. N'oubliez pas que s'il y a une notion qui emplit toute l'œuvre, par exemple, du général de Gaulle, c'est la notion de caractère. Et c'est un ouvrage qui peut vous aider à forger le vôtre de caractère. Voilà. Parmi nos sorties récentes, nous avons un ouvrage sur Vladimir Poutine, s'appelle De Gaulle, Poutine le nouveau De Gaulle, de Morad El-Attab, donc qui est une sorte d'introduction au sujet de la Russie moderne et de l'œuvre de Vladimir Poutine, à travers, entre autres, un parallèle avec le général de Gaulle, qui, je le rappelle, est une référence doctrinale de Russie unie, je le rappelle, une référence de second plan, comme toute référence étrangère, mais par exemple, qui a exercé une fascination sur, par exemple, un des hommes qui fut pendant longtemps un des hommes, disons, des grands coups de Vladimir Poutine, qui est Rogozine, d'ailleurs, qui l'est toujours. Et donc c'est un petit ouvrage à 15 € de Morad El-Attab, qui avait écrit un ouvrage qui n'est plus disponible qu'en version numérique d'ailleurs dans nos éditions, sur les crises économiques, avec notre regretté ami Philippe Jumel, qui est malheureusement décédé. Et vous pouvez, si vous aimez la Russie, c'est un très bon ouvrage d'introduction. Vous pouvez, si vous voulez approfondir le dossier russe, reprendre le Vladimir Poutine, le Vladimir Bonaparte Poutine de Yannick Jaffray. Là, on est beaucoup plus dans le traité philosophique. C'est un ouvrage solide, qui va vous prendre un certain temps à lire, qui est divinement écrit, qui est aussi un peu plus cher, qui est à 26 €, et qui est, disons, sur lui une confrontation entre Vladimir Poutine et Bonaparte. Je dis bien Bonaparte.
donc le premier consul, pas Napoléon. C'est-à-dire qu'ils sont deux hommes qui arrivent dans un ordre détruit. Napoléon doit terminer la révolution. Poutine doit ramasser la Russie et la faire revenir d'entre les morts, parce qu'il faut voir ce que c'est la Russie des années 2000, enfin des années 99-2000, après ce que Claude Carnot avait brillamment appelé la grande braderie à l'Est, c'est-à-dire le pillage dont toute l'Europe de l'Est a été victime par les capitalistes européens et autres, plus par une partie de leur ancienne oligarchie, anciennement communiste, mais passée tout à fait d'ailleurs sans trop d'encombre psychologique au capitalisme. Généralement d'ailleurs, ils revendront les administrations dont ils étaient, les entreprises d'État dont ils étaient les cadres. Donc, c'est-à-dire de peuples qui ont été affamés d'abord, spoliés ensuite, pour être ensuite, disons, conquis de la main euro-otanienne, où ils ont d'ailleurs une part de responsabilité, mais il ne faut pas nier non plus que ça leur soit arrivé. Donc, comment Poutine a refait un ordre russe, disons, travaillé avec les notions de la philosophie politique classique, brillamment interprétées par Yannick Jaffray. Ça, c'est si vous voulez passer un Noël russe. Alors, pour un Noël qui soit, disons, d'actualité, je vous propose une réflexion sur la transition et sur l'écologie. Deux ouvrages sur l'écologie, vu que toute cette affaire de Gilets jaunes, qui, je le rappelle, est une affaire où le peuple veut juste savoir où est sa place dans le pays qu'on lui a pris comme prétexte l'augmentation des prix de la vie et de l'essence en raison d'une transition énergétique. Alors, nous avons deux ouvrages là-dessus. L'ouvrage Science et désinformation de Marc Lemaine et l'ouvrage d'Alexis Montjoie sur les accords de Paris et la COP 21, qui sont sur l'escroquerie de la COP 21. Ces deux ouvrages vous font voir l'écologie sur deux axes très différents. Le premier a été écrit donc par Marc Lemaine, océanographe, qui est un scientifique climato-sceptique. À titre personnel, je n'ai aucune compétence pour trancher ce débat. Et à titre personnel, je suis en plus un partisan de la transition écologique et stratégique, mais pas de le faire payer aux pauvres sous prétexte d'écologie, parce que ça c'est de l'arnaque peinte en vert, mais parce que je pense sincèrement qu'il faut une économie de circuit court fondée sur la notion de territoire, donc une économie qui soit subordonnée à un fait écologique et à un fait, je dirais même, cosmique. Et que c'est en plus une question de sécurité pour la géopolitique de nos territoires, d'où une transition écologique et stratégique. Ne devenons pas des anti-écologistes benets et crétins sous prétexte qu'on essaye de nous escroquer avec du verre. Bon. Ces deux ouvrages, donc vous avez le Marc Lemaine qui lui est une méditation scientifique, qui est un manuel, pas du tout pour vous dire qu'il ne faut pas croire au réchauffement climatique, c'est pas du tout ça son sujet, mais lui, climato-sceptique, vous devez le savoir. Il vous dit juste une chose, voilà les données scientifiques sur un certain nombre de dossiers, et voilà comment les journalistes les traitent. Donc c'est un livre pour vous donner une culture scientifique de base par rapport à la désinformation médiatique. Après, vous en faites ce que vous en voulez. Donc, quant à l'ouvrage d'Alex Montjoie, c'est un ouvrage qui, lui, étudie sous l'angle de la géopolitique l'utilisation de l'écologie à travers toute l'arnaque de la COP 21, du GIEC, etc. etc., etc. Bon. Avec moult détails, Alex Montjoie est un spécialiste d'intelligence économique, il avait fait l'un des meilleurs livres sur le traité transatlantique. Donc vous avez ces deux ouvrages dans notre gamme, disons, après le Noël russe, je dirais pas russe blanc quand même, mais le Noël vert. Ensuite, vous pouvez avoir également un Noël centré sur une œuvre toujours à découvrir, qui est celle de notre ami Norman Palma. Donc vous avez plusieurs ouvrages, vous avez les trois gammes d'ouvrages de Norman, ces réflexions économiques sur, avant tout, les institutions monétaires, le roi dollar, etc., à travers autopsie d'un désastre économique qui va jusqu'à la création de l'euro et la France actuelle. Vous avez ces ouvrages de
philosophie, son premier sur Marx, pourquoi Marx a-t-il échoué, et sa lecture philosophico-historique de la guerre des Amériques, donc sur l'histoire de l'Amérique latine et de sa domination par les puissances occidentales, qui est un ouvrage, je le dis, écrit sans aucun ressentiment. C'est ça qui est assez magique, qui est juste une méditation d'un homme qui a fait toute sa vie en France et qui est né nicaraguayen, et qui revient sur ce qu'a vécu l'Amérique latine, qu'il faut quand même se rendre compte que l'Occident en Amérique latine, c'est au moins 4 siècles d'horreur. Il faut quand même s'en rendre à peu près compte. Au moins, et malheureusement, c'est pas tout à fait fini. Donc, mais c'est écrit sans une once de ressentiment, c'est-à-dire c'est l'antithèse d'un écrit indigéniste, mais c'est une réflexion au long cours. Toujours en philosophie, 2 ouvrages qui sont Dialogue sur la justice et Pensée avec Aristote. Ce sont 2 ouvrages où Norman Palma essaye de réfléchir les sujets de notre temps à travers la méthode stricte de la pensée antique. Comme le disait le grand philosophe Vincent Cousdière, qui est grand spécialiste du populisme, Norman Palma est l'un des plus fidèles à Aristote, pour finir dans sa gamme d'écrits religieux, dont le premier est sorti, le second sortira début 2019, qui s'appelle Dieu et la Terre, qui est une méditation sur les donations. Toutes les 3 religions dites du livre font des donations de la terre. Dans l'islam, la terre est donnée aux musulmans, la fameuse terre promise du peuple hébreu, mais on l'oublie, le christianisme aussi, et ce sont des bulles papales qui ont donné l'Afrique à l'Europe et l'Amérique latine à l'Espagne, par exemple. Ce qu'on oublie. Donc si vous voulez, c'est comment ce mécanisme d'appropriation territoriale fonctionne à travers une étude comparée des trois monothéismes. Toujours dans pour ceux qui s'intéressent à la fois à la pensée et à la religion, le superbe livre de Léo Imbert sur les catholiques sociaux. Donc c'est une histoire du catholicisme social pendant tout le XIXe siècle. C'est un ouvrage de référence en termes d'histoire des idées sur ce courant dont beaucoup de catholiques, disons traditionnalistes, se revendiquent sans le connaître, et qui a été contre d'ailleurs une partie de la pensée républicaine, et ça je le dis avec d'ailleurs un certain pincement au cœur, qui a été la source des plus grandes lois de protection des pauvres, et qui n'a pas eu que de bons rapports avec l'Église, contrairement à l'histoire sainte que une certaine tendance du catholicisme a tendance à réécrire. Toujours dans notre gamme de livres, et là encore, je vais parler de la pensée républicaine, eh bien, la méditation de Denis Colin, qui est notre ouvrage un peu du moment, qui s'appelle Après la gauche, qui est une méditation michéenne très courte et très, très dense, très ramassée sur pourquoi la gauche est en train de mourir et comment penser les communs, comment penser la juste taille, comment repenser la nation avec une pensée socialisante, parce que je le dis très clairement, on peut se féliciter que la gauche meure, ça, sans problème, et d'ailleurs l'auteur, qui est un grand marxologue, disons, ne pleure pas dessus, il est au contraire très sévère. La seule chose, c'est que la problématique des communs, c'est-à-dire comment faire une société où le peuple est réuni, nous n'y échapperons pas. On peut se féliciter de voir crever la gauche, mais le libéralisme, lui, est toujours là. Et il est peut-être plus puissant qu'il ne l'a jamais été, parce que c'est aujourd'hui devenu une idéologie monde. C'est une idéologie seule, elle n'a pas d'alternative constituée, sauf un réalisme politique, ce que vous voulez. Mais malheureusement, prenez un exemple, ceux qui se sont pâmés sur le chancelier Kuntz, je crois. Kurz, ah oui, excusez-moi, vous savez, pour moi c'est en dehors de la civilisation tout ça. Or, Sébastien Kurz, pas Francis Kuntz. Oui, mais qui est plus cher à mon cœur, parce que moins autrichien. Or, je crois qu'il vient de mettre les 60 heures de travail en Autriche, si je me souviens sans bon. En tout cas, il les rend techniquement possibles.
Voilà. sur demande de l'employeur. Voilà. Donc si vous voulez, euh, une société qu'un peuple veut culturellement, et si vous voulez le terme, vous allez l'avoir, même ethniquement défendre, c'est une société où il fait bon vivre et où on préfère les siens. Une société de haine sociale, où on traite le plus bas des siens avec mépris, est une société pour laquelle personne ne se bat, et dans laquelle de toute façon, on fera toujours venir de l'immigration. Pourquoi ? Parce que personne ne veut récurer les chiottes. Donc il faut que quelqu'un le fasse. Et c'est d'ailleurs comme ça que tous les régimes de colons se sont cassés la gueule. Les Afrikaners, les pieds noirs, les autres. Voilà. Et d'ailleurs, certains régimes qui vivent encore avec une partie de colonisation sont en train de connaître le même sort, parce que un peuple soudé est le meilleur rempart d'une cité. C'est pour ça que la problématique des communs ne pourra jamais être économisée par d'authentiques patriotes, et c'est un ouvrage, c'est Après la gauche de Denis Colin, qui peut en tout cas nous servir dans cette voie. Toujours en philosophie, nos deux grandes traductions, en tout cas jusqu'à présent, qui sont le Ortega y Gasset, Après Galilée, et autour de Galilée, et le Constanzo Preve, Nouvelle histoire de la philosophie. Ce sont deux ouvrages importants. Premièrement, ils n'avaient jamais été traduits en français, ni l'un ni l'autre. Deuxièmement, ce sont deux ouvrages de deux penseurs majeurs étrangers latins qui sont pourtant relativement peu connus en France. En tout cas, Ortega y Gasset a été très connu par la révolte des masses, dont Autour de Galilée est en partie disons pas la suite, mais c'est un ouvrage qui dans son œuvre est sur le même plan, et Constanzo Preve. Pour revenir avec quelques légers détails sur les deux, l'ouvrage d'Ortega y Gasset est un ouvrage, ce qui est très drôle pour un ouvrage qui a été écrit dans les années 30-40, où tous les thèmes sont actuels, jusqu'à l'antifascisme, la parodie de l'antifascisme, la pathologie de certains engagements, la critique de la modernité. Alors, Ortega y Gasset est un penseur libéral du libéralisme espagnol. Alors, pour beaucoup, c'est un penseur qui a fricoté avec le fascisme, parce qu'il préférait Franco aux républicains espagnols. Il faut quand même savoir que pour un penseur libéral, beaucoup de penseurs libéraux espagnols, Franco, c'était pas du tout le fascisme, c'était le parti de l'ordre. C'était le parti de l'ordre. C'est critiquable certainement, mais mieux vaut une injustice qu'un désordre, disait Hegel, et Ortega y Gasset appliquait ça. En plus, il faut avoir une définition quand même très large du fascisme pour y inclure Franco. Et pourquoi pas Salazar, qui là était un régime strictement réactionnaire. Mais aujourd'hui, de toute façon, le fascisme et l'antifascisme sont à peu près la seule catégorie mentale qu'une certaine gauche et qu'une certaine droite libérale utilisent ou font semblant de penser. C'est une œuvre capitale pour comprendre l'œuvre d'Ortega y Gasset, pour comprendre ce qu'a été une partie de la pensée des années 30, mais également de se rendre compte, sans faire de parallèle antifasciste abruti, que les questions des penseurs non conformistes français et de penseurs, disons, à la marge dans d'autres pays, dont Ortega y Gasset en Espagne, sont toujours actuelles, se posent dans les mêmes termes et arrivent parfois aux mêmes apories. Et enfin, notre grand ouvrage en philosophie qui a été traduit par Yves Branca, La nouvelle histoire de la philosophie de Constanzo Preve, qui est Constanzo Preve. C'est certainement le premier grand penseur populiste européen du néo-populisme des années 2000, à partir des années 2000. C'est un ancien grand penseur marxiste qui avait une culture parfaitement ambidextre,
hein, de la pensée, des pensées alternatives, c'est-à-dire certes une connaissance approfondie des penseurs de gauche et d'extrême gauche, mais également des penseurs, disons, classés plus à droite, et qui était un très grand historien de la philosophie, un très grand philosophe, qui a brûlé sa carrière d'abord en s'opposant à la guerre d'Irak, ce qui a été sa déchéance publique à l'époque, vu que même une partie de la droite italienne, et une partie même des socialistes italiens étaient totalement partisans de cette guerre. Ensuite, il a aggravé son cas en disant que s'il était français, il serait tenté de soutenir un parti qui à l'époque s'appelait Front. Ça a été la déchéance ultime. Et son œuvre est encore peu connue en français. D'ailleurs, Yves Branca et Denis Collin ont été les deux grands traducteurs sont encore les deux grands traducteurs de l'œuvre de Prévert, qui est une œuvre extrêmement riche que nous allons continuer à traduire pour incarner, avec certes des lacunes, Prévert en convenait lui-même à la fin de sa vie, ce nouveau bloc historique et intellectuel que nous allons devoir créer face à un libéralisme qui lui a retrouvé son unicité et a retrouvé, d'ailleurs le macronisme l'incarne très bien, disons la totalité de son code génétique qui est donc aujourd'hui plus fort qu'il ne l'a jamais été. Il faut une critique qui tienne sur ses deux jambes, hein, ce que Jacques Sapir par exemple, autre grand génie, appelle les trois visages de la souveraineté, le visage identitaire, le visage économique et le visage politique. Et Constanzo Prévert, ce type de penseur complet dont nous pouvons nous enorgueillir d'avoir traduit son œuvre, qu'il est vrai, c'est son ouvrage Testament, la nouvelle histoire de la philosophie. C'est une œuvre majeure, c'est une œuvre énorme, c'est presque 800 pages, mais c'est un immense ouvrage de formation intellectuelle que vous pourrez lire et méditer pendant des années. De Roland Hureau, donc grand intellectuel, historien ou fonctionnaire, habitué des amateurs de Radio Courtoisie entre autres, un ouvrage sur l'Union européenne et la mondialisation, qui est une réflexion très technique au long cours, mais très agréable à lire parce que l'auteur a une langue très déliée, sur la France, l'Europe et le monde, c'est-à-dire comment articuler ces trois degrés de réflexion. C'est un des grands théoriciens, grâce à son ouvrage « Les hauteurs béantes de l'Europe » du souverainisme, il y a plus de 20 ans maintenant, et qui nous offre une méditation, disons à la fois historique, mais surtout aux fonctionnaires, mais sans du tout être chiante. C'est-à-dire qu'il met la culture, il met la technique au service de la culture pour vous donner une hauteur de vue. Ça, disons que ça n'a pas de prix, surtout que c'est un ouvrage assez épais, mais qui est très segmenté, donc vous allez pouvoir le lire chapitre après chapitre, et de manière très, très lente pour l'assimiler. Toujours dans notre gamme d'ouvrages, toujours sur l'Europe, il nous reste des ouvrages de Julien Rochdy, ceux qui veulent l'Union européenne contre l'Europe, préfacés par Aymeric Chauprade, donc je ne suis pas sûr qu'il y aura beaucoup d'ouvrages préfacés par Aymeric Chauprade à l'avenir, donc n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas, parce que disons que c'est un ouvrage qui, comment dire, c'est un ouvrage qui est particulièrement bon pour les très jeunes auteurs, pour les très jeunes lecteurs qui veulent découvrir le sujet, et à travers un écrit court et assez enlevé, qui peut tout à fait, qui se lit assez rapidement et qui peut tout à fait constituer, qu'on soit pour ou qu'on soit contre la thèse développée, une introduction au sujet. Toujours sur l'Europe, l'ouvrage de Nicolas Klein, Rupture de banc, qui est une introduction à la politique et à l'histoire espagnole extrêmement brillante, extrêmement détaillée, d'un des meilleurs hispanisants, je pense, de notre temps, et qui est préfacé en plus par Arnaud Imaz, qui est un spécialiste reconnu internationalement de l'Espagne, qui a été élu à l'unanimité correspondant de l'Académie historique d'Espagne.
et qui est particulièrement utile maintenant que l'Espagne se normalise, c'est-à-dire qu'elle aussi connaît la vague populiste, avec la montée de Vox, notre grand voisin inconnu. Je pense que c'est un pays auquel il faut... Je rappelle que Nicolas Klein avait, il y a presque 2 ans et demi, annoncé la défaite et la nullité d'une partie de Podemos, et qu'il était bien seul à ce moment-là parmi les analystes, une raison en plus de découvrir ce jeune et brillant auteur. Là, nous quittons l'international, enfin nous quittons l'Europe, mais continuons à l'international avec l'ouvrage de François Costantini sur le Liban, histoire et destin d'une exception, qui est une superbe introduction historique à la complexité libanaise. Et n'oubliez pas que la complexité du Moyen-Orient est une complexité libanaise en grand. C'est-à-dire si vous arrivez à comprendre le Liban, qui est certainement l'une des terres politiquement les plus difficiles, vous arriverez à comprendre les grands enjeux moyen-orientaux. Avec toute une réflexion, entre autres, sur l'islam, entre autres, et sur sa place dans la société. Toujours sur l'islam, l'ouvrage de Kostas Mavrakis, La civilisation et ses ennemis, qui ne traite pas que de l'islam, qui traite de la dégénérescence de notre civilisation dans l'art, dans l'architecture, mais qui traite surtout du problème de l'islam et de sa méconnaissance par les penseurs français. Bon, il s'attaque peut-être un peu lourdement à Onfray, mais bon. Toujours dans le domaine de la pensée, 2 ouvrages pour terminer, qui sont les ouvrages d'Éric Guéguen, qui est une méditation, disons, schwardienne sur la démocratie, sur les problèmes que la démocratie pose à notre temps, qui est un ouvrage de philosophie politique stricte, très aristotélicien, très néo-ancien, donc très straussien, d'un certain côté en plus qui est bien écrit, est assez accessible. Et enfin l'ouvrage de M. Pierre Delacôte, qui s'appelle Apocalypse du progrès, qui avait beaucoup plu à M. Buisson en son temps, qui est une méditation sur les racines religieuses du progrès, qu'il trouve à la fois dans le pélagisme et dans le protestantisme. Le pélagisme, vous lirez l'ouvrage, vous verrez ce que c'est. Qui se termine par une méditation écologique. Enfin, n'hésitez pas à découvrir les numéros de notre revue. On va mettre les différentes couvertures avec les thèmes en incrustation pour que vous puissiez voir soit thème à thème, soit numéro par numéro, soit en vous abonnant pour Perspective Libre, ce qui essaye d'être aujourd'hui nous avons le numéro francophonie, d'être une revue sur les intérêts français, une revue de formation pour les patriotes et les souverainistes, qui travaille en 7 langues et qui essaye de vous faire découvrir les auteurs les meilleurs auteurs internationaux qui pensent peut-être pas nécessairement comme nous, mais qui nous aident à penser mieux ce que nous pensons. Voilà. Passez de très bonnes fêtes.